Bonjour Dolina. Bonjour. Vous nous appelez de Yaoundé, vous êtes au Cameroun. Oui. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir, est-ce que ce report électoral va-t-il permettre à Ousmane Sonko et Karim Wade de se présenter comme candidats? Alors, c'est une question qui est revenue des dizaines de fois. Quid de l'avenir politique d'Ousmane Sonko et de Karim Wade, Léa-Lisa Vesterhoff? Alors pour Ousmane Sonko, la réponse est non, puisque suite à sa condamnation à 6 mois de prison avec sursis, Ousmane Sonko a perdu ses droits civiques pour une durée de 5 ans. Donc un report n'aurait a priori pas d'incidence sur sa capacité à être candidat, à moins d'être gracié ou autre rebondissement, mais dans l'immédiat, aucune incidence. Pour Karim Wade, la réponse est oui, puisque dans son cas, c'est sa double nationalité qui l'a exclu de la course à la présidentielle. Depuis, le candidat a reçu la notification au journal officiel qu'il a bien été radié des listes électorales et qu'il a perdu sa nationalité française. Donc, avec un report de l'élection, Karim Wade pourrait être candidat à une présidentielle qui serait organisée plus tard. Mes chers compatriotes, face à l'inacceptable et révoltante décision de reporter l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui n'est rien d'autre qu'un véritable coup d'État constitutionnel au cœur de notre cher pays, le Sénégal. Cette rupture brutale et totalement infondée du processus démocratique marqué par l'abrogation du décret portant convocation du corps électoral, dénué de tout fondement juridique, technique ou moral, s'inscrit dans une logique totale de déstabilisation qui menace les fondements même de notre état de droit. Le vote par l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à reporter l'élection présidentielle, mes chers compatriotes, constitue une violence politique inouïe, jamais vue et sans précédent. Un passage en force qui révèle la fragilité de notre démocratie face à des intérêts personnels, des intérêts particuliers. La crise constitutionnelle évoquée par le pouvoir en place, une chimère fabriquée de toutes pièces, traduit une volonté désespérée de s'accrocher au pouvoir par des subterfuges indignes de notre tradition républicaine. Nous sommes profondément meurtris par l'image dégradante que cette situation projette du Sénégal sur la scène internationale, sur la scène africaine. Pourquoi cette violence inouïe face à des citoyens, de surcroît, des candidats à l'élection présidentielle dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles? Pourquoi? J'ai été arrêté, brutalisé, avec mes militants, des sympathisants, alors que nous voulions juste exprimer notre droit le plus légitime dans notre propre pays. Nos frères et sœurs sénégalais, épuisés par une tension politique constamment attisée par un régime aux abois, nous refusons aujourd'hui désormais de nous laisser diviser pour satisfaire les ambitions démesurées d'une poignée de despotes. Nous voulons la paix. Nous voulons préserver la concorde entre les Sénégalais. Nous voulons la stabilité. Nous ne voulons plus nous battre les uns contre les autres. Mais par contre, sachez que nous ne reculerons devant rien. Nous donnerons tout pour notre Sénégal. Alors, le temps du verbiage est révolu. Nous appelons à une mobilisation sans précédent de toutes les forces vives de la nation, de façon pacifique, certes, mais déterminée et engagée. Il est impératif de se dresser unis contre cette forfaiture et d'utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour rétablir l'ordre démocratique. Nous ne donnerons pas une seconde de plus à ce régime qui cherche par tous les moyens à prolonger un mandat désormais caduc. À partir du 2 avril, Monsieur le Président de la République, vous ne serez plus reconnu comme Président de la République du Sénégal. Le Sénégal mérite mieux. Le Sénégal exige le respect de ses lois, le respect de sa constitution et de la volonté de son peuple. Nous sommes à la croisée des chemins et le moment est venu pour la relève.
Nous sommes fatigués. Nous voulons une relève qui se fera entendre, une relève qui se fera respecter, une relève qui restaurera la dignité et enfin l'intégrité de notre République. Pour la démocratie, pour le Sénégal, nous resterons debout, nous resterons vigilants et nous resterons intransigeants, car le temps de la relève est définitivement arrivé. Je vous remercie. C'est votre rendez-vous du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. Et voici les titres. Des manifestations marquées par des affrontements et des gaz lacrymogènes. Le Sénégal s'enfonce dans la crise une semaine après l'annonce du report de l'élection présidentielle. Un recours a été déposé devant la Cour suprême. Le conflit au nord-est de la RDC s'intensifie. Les combats entre les forces gouvernementales et les M23 font fuir les habitants de la localité de Saké, du Nord Kivu. Et la CAN approche à sa fin. Qui sera le vainqueur de cette édition de la Coupe africaine des Nations? Il faudra d'abord se disputer la 3e place ce samedi. Notre correspondant sur place nous donnera le programme en détail. Et ça a été une après-midi tendue à Dakar. Plusieurs manifestations ont éclaté dans l'après-midi dans divers quartiers de la capitale sénégalaise. Des manifestants qui protestent contre le report de la présidentielle. Des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. À Dakar, le reportage de Sarah Sako et Eliman Dao. Épaisse fumée noire de pneus brûlés, atmosphère chargée de gaz lacrymogène, routes barrées. Jeunes et forces de l'ordre se sont affrontés dans le quartier de Fass, à coups de jets de pierre contre gaz lacrymogène. Plusieurs arrestations ont eu lieu. Ces manifestants protestent contre le report de l'élection. Pour moi, il est inadmissible de briguer un 3e mandat. C'est un 3e mandat qui ne dit pas son nom. Je pense que toutes les forces vives de la nation ne doivent pas du tout accepter par rapport à la décision illégale du président Macky Sall. Macky Sall n'a pas le droit de mener le Sénégal à sa guise, comme il le faut. C'est fini pour ces 12 ans. Il doit rendre le pouvoir et saler comme il le faut. L'ambiance est également tendue à la Médina, où les forces de l'ordre dégagent la chaussée. Ces riverains ont malgré tout ouvert leurs petits commerces. Eux aussi se disent en colère. Les élections auraient dû avoir lieu pour qu'on passe à autre chose et qu'on continue à travailler. Ça ne nous arrange pas du tout. La vie est déjà très dure. On ne se bat pas pour nos intérêts personnels. On est honnête et seule la démocratie nous importe. Si Macky Sall avait appelé à des élections demain, on aurait arrêté les manifestations. En début de soirée, les échauffourées avaient toujours lieu ici dans le quartier de Fass, également à la Médina, Koloban ou encore HLM. Ce sont des manifestations spontanées, même si les appels au rassemblement avaient été largement relayés sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Mais ils n'étaient pas revendiqués ni par un parti politique, ni par une formation de la société civile en particulier. Et je vous le disais en titre, la situation sécuritaire en République démocratique du Congo s'est dégradée. Les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 dans l'est du pays. Et justement dans l'est, particulièrement dans la localité de Saké, dans la province du Nord Kivu, où des milliers d'habitants ont fui pour échapper au bombardement. Alors pour en parler un peu plus, nous recevons Regan Miviri, il est chercheur à l'Institut de recherche Ebouteli. Bienvenue. Alors tout de suite, pourquoi cette recrudescence de violence dans la région? Voilà, une nouvelle recrudescence de la violence qui est peut-être due au fait qu'il y a de plus en plus beaucoup plus de forces impliquées dans ces conflits, mais aussi une certaine, on pourrait dire aussi un changement des stratégies de part du côté du M23 qui a décidé cette fois-ci d'intensifier le conflit du côté ouest de la ville de Goma, donc à Saké, mais aussi pour la première fois, le mouvement rebelle a essayé de couper la route Goma-Bukavu et ils sont enfin sur les littorales. Donc c'est ce nouveau développement qui explique en quelque sorte cette recrudescence et pour la première fois on a vu de bombes tomber sur la ville de Goma et donc ça c'est quand même
développement important et ça montre que la ville de Goma est aussi dans les viseurs des rebelles. Et du coup, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bamba, s'est même rendu à Goma ce vendredi. La RDC également bénéficie des forces de la SADC, la force d'Afrique australe. Alors, où en sont ces efforts? Voilà, il y a des efforts faits par le gouvernement congolais. Il y a aussi beaucoup plus d'autres forces qui viennent en soutien au gouvernement congolais, notamment la SADC, la MONUSCO avec l'opération Springbok, mais aussi il y a aussi des entreprises privées militaires qui soutiennent aussi la RDC. Mais cela n'est pas forcément la réponse à toute cette guerre, parce que malgré la présence de ces forces, il y a encore des problèmes de protection des civils et ça a rajouté plutôt au conflit, ça n'a pas mis fin à ces conflits, ce qui montre qu'en fait, il y a aussi d'autres questions qui doivent être traitées à part le fait juste d'avancer sur l'approche militaire, et notamment les questions de mettre de la pression sur le Rwanda, par exemple, pour qu'il ne puisse plus continuer à soutenir le M23, qui serait une voie de sortie à ces conflits, en plus, bien sûr, du gouvernement congolais qui doit prendre ses responsabilités à résoudre les différents conflits dans ces différentes zones. Et certains pourraient penser que la communauté internationale s'est détournée de cette crise. Et pourtant, on a pu voir pendant la CAN les joueurs de la RDC bâillonner symboliquement leur bouche. On va regarder avec ces images. Bâillonner leur bouche avec la main droite, tandis que leur main gauche mimait un pistolet sur la tempe. Un geste de solidarité. Et notre correspondant Cédric Ferreira s'est entretenu avec Sébastien de Sabre, le sélectionneur de la RDC, qui a commenté ce geste. C'est souvent sur les célébrations que les joueurs pensent à ce coin du pays, parce que déjà, on a des joueurs qui ont des familles qui viennent de ce coin-là qui est en guerre, tout simplement, avec des gens qui souffrent. Donc nous, c'est un message que les joueurs ont voulu faire aux victimes et aux gens qui sont déplacés. Donc on reste dans l'humanitaire, c'est ce qu'il faut préciser. Monsieur Mbiviri, que ressent la population? Voilà, étant à Goma, c'est évidemment encore une fois un désespoir, parce que la population ressent comme si elle est seule, vous voyez. Donc, il n'y a pas autant de mobilisation qu'on peut le voir sur d'autres crises au travers du monde. Et ça, exactement, ça fait que la population, parfois, peut avoir même un ressentiment de rejet par la communauté internationale. Bien sûr, ils savent exactement que les solutions sont d'abord internes et nationales, mais un soutien, que ce soit diplomatique, que ce soit symbolique, je pense que beaucoup de gens d'ailleurs, pour qui ce n'est pas la première fois qu'ils soient face à ces conflits ou à ces violences, c'est important pour eux qu'ils sentent qu'ils sont soutenus par les autres pays. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas suffisamment, en tout cas. Merci beaucoup, Regan Mbiviri, chercheur à l'Institut de recherche Ebouteli. Merci beaucoup pour votre analyse. On passe à présent au Togo. Les élections législatives et régionales se tiendront finalement le 13 avril. La campagne électorale doit débuter le 28 mars à minuit et s'achèvera le 11 avril 2024. Les électeurs togolais seront appelés à élire 113 députés. Les dernières élections en 2018 avaient été boycottées par l'opposition. C'est la première fois que ces deux élections seront couplées au Togo. Et je pense que c'est une bonne chose que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, ait fixé cette date-là parce que nous l'attendions vraiment. Nous sommes prêts à aller aux urnes, même s'il est vrai que l'opposition a posé beaucoup de revendications, mais avec la volonté de notre président de la République, nous avons vu qu'il a répondu à de nombreuses attentes de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on fixe une date
qui laisse à peine 2 mois aux partis politiques pour s'organiser. Nous irons à ces élections pour défendre jusqu'au bout les aspirations des Togolais au changement. Nous irons et nous nous organiserons pour les gagner parce que nous savons que l'immense majorité des Togolais veulent en finir avec ce régime. Le roi santé du Ghana, Tomfuo Seitutu II, qui célèbre son jubilé d'argent, a reçu à l'occasion des célébrations 7 artefacts royaux du musée américain Fowler. Une restitution sous fond de pression internationale pour que les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales soient rendus aux États africains. Clémence Valère. Volés il y a 150 ans par les Britanniques, aujourd'hui ces artefacts Ashanti rentrent au pays. Ce jeudi, le musée américain Fowler a restitué définitivement 7 objets royaux au roi Ashanti du Ghana, Otomfuo Osei-Tutu II, à l'occasion des célébrations de son jubilé d'argent. Transférés au musée californien dans les années 60, les objets comprennent un fouet à queue d'éléphant, une chaise ornementale, 2 ornements de tabouret et des bijoux en or. Habillé en tenue de deuil, le chef de l'ethnie a tenu à marquer le moment. Nous sommes ici aujourd'hui pour commémorer les actes de l'homme blanc qui est venu à Asanteman pour le piller et le détruire. Les reliques historiques ont été reçues pour la première fois par le royaume lundi, qui marquait le 150e anniversaire du pillage des Ashanti par les forces coloniales britanniques en 1874. La cérémonie de jeudi marque la première restitution d'objets volés au peuple. D'autres objets de la part du British Museum sont attendus au cours de cette année, mais ils seront seulement prêtés au palais Mania pour 6 ans. Nous attendons ceux du British Museum qui devraient arriver dans le 4e ou le 5e mois. Lorsqu'ils arriveront, nous les exposerons également pour que vous puissiez les voir, afin que tout le monde sache ce que les Blancs nous ont volé. Cette restitution intervient alors que la pression internationale s'accentue pour que les musées et institutions européens et américains rendent aux États africains les objets d'art pillés par les anciennes puissances coloniales. Allez, un mot de sport avec la Coupe d'Afrique des Nations qui reprend ce samedi avec le match pour la 3e place entre la RDC et l'Afrique du Sud. Les 2 équipes éliminées en demi-finale devront surmonter leur déception pour cet avant-dernier match du tournoi avant la grande finale dimanche entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Présentation des rencontres depuis Abidjan avec notre envoyé spécial Cédric Ferreira. Terminer la compétition sur une note positive, c'est l'objectif de cette petite finale entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. L'enjeu, c'est une place sur le podium de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un match inutile pour le sélectionneur des Sud-Africains, Hugo Bross, pour qui terminer 3e ou 4e n'a aucune importance. Seule la victoire finale compte à ses yeux. Les Bafana qui ont été éliminés en demi-finale par le Nigeria. Et pourtant, il va falloir se remobiliser pour terminer en beauté cette compétition. Même chose du côté de la République démocratique du Congo, invité surprise des demi-finales. Quoi qu'il arrive, les léopards congolais sont satisfaits de leur prestation ici en Côte d'Ivoire. Pour cette petite finale, le sélectionneur Sébastien Desabre a prévu quelques changements dans l'équipe de départ. Nous l'avons rencontré plus tôt dans la journée. Je vous propose de l'écouter. On essaye d'évacuer la déception le plus rapidement possible parce qu'on n'a que 2 jours de récupération, même si c'est difficile parce qu'on était au pied de la dernière marche. Mais après, il faut se remobiliser. Il y a un enjeu qui est la médaille, qui est la médaille de bronze à aller chercher dans une très belle compétition. On se remobilise, on va sans doute régénérer aussi un petit peu l'équipe pour apporter de la fraîcheur physique et mentale. Et puis on va se lancer dans la bataille. Mais bien évidemment, le match tant attendu, c'est la finale ce dimanche entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Les éléphants ivoiriens qui vont évoluer à Ebimpe dans leur chaudron orange, ce stade Alassane Ouattara. Tout un pays, tout un peuple attend peut-être le 3e titre de champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire. Mais il faudra faire face aux Super Eagles nigérians qui, eux, visent leur 4e titre de champion d'Afrique. Rendez-vous dimanche pour la fin du suspense. Merci d'avoir suivi cette édition du Journal de l'Afrique. Restez sur France 24 pour plus d'informations.
Au Sénégal, un rassemblement organisé ce vendredi à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Les manifestants étaient venus protester contre la décision du président Macky Sall d'annuler les élections présidentielles. Le report du scrutin initialement prévu le 25 février a ouvert une grave crise politique au Sénégal et a plongé le pays dans une période d'incertitude. Macky Sall, ça suffit. Personne n'a jamais touché à la Constitution. Pourquoi l'as-tu fait? Personne n'y a jamais touché. Pour l'amour de Dieu, rends-nous notre mandat. Trop, c'est trop. Nous voulons la paix. Nous en avons marre. Nous ne voulons pas de violence. Quitte notre mandat. La journée a également été marquée par la mort d'un étudiant lors de manifestations à Saint-Louis dans le nord du Sénégal, a rapporté l'AFP. Des rassemblements dans plusieurs autres villes du pays ont été signalés au cours de ce qui a été considéré comme une journée test du rapport de force entre le pouvoir du président Macky Sall, la société civile et l'opposition. Personne ne peut manifester sans avoir des ennuis. Macky Sall a fait emprisonner tous les opposants. Il reporte nos élections à cause de sa dictature incompréhensible. Le report de la présidentielle sénégalaise de 10 mois a soulevé une indignation largement partagée sur les réseaux sociaux. L'opposition crie au coup d'État constitutionnel. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la société civile sénégalaise qui se mobilise pour le maintien de la présidentielle le 25 février prochain. Un collectif appelle les Sénégalais à se mobiliser en masse contre le report du scrutin. Qu'en pense Lamine Thiam, chef du groupe parlementaire du PDS, le parti de Karim Wade, à l'origine de la demande du report? Nous l'interrogerons dans un instant. La réunion de la CEDEAO à Abuja, au Nigeria, l'organisation régionale doit discuter du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces trois pays du Sahel ont annoncé leur retrait à effet immédiat. Nous écouterons l'analyse de Serge Daniel, notre correspondant régional. Et puis les éléphants sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a décroché le ticket pour la finale portée par son public face aux léopards de la République démocratique du Congo. La Côte d'Ivoire affrontera en finale les Super Eagles. Les Nigérians sont qualifiés pour la finale face à l'Afrique du Sud au tir au but. Au Sénégal, un nouveau collectif a vu le jour. Il s'agit de Aar Sunu Élection. Protégeons notre élection. Il est composé d'une quarantaine de groupes citoyens, de religieux, d'organisations professionnelles. Ses membres, qui ont tenu une conférence de presse à Dakar ce matin, appellent les Sénégalais à manifester massivement et à faire grève contre le report de la présidentielle du 25 février prochain. Écoutez. Nous, mouvements citoyens et religieux, organisations socio-professionnelles, personnalités de la société civile, réunies autour de la plateforme Aar Sunu Élection, exigeons le rétablissement du calendrier républicain. Nous invitons le pouvoir judiciaire, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, à prendre leurs responsabilités devant l'histoire en rétablissant immédiatement l'ordre légal et constitutionnel. Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement. Et ce soir, nous recevons Lamine Thiam, le président du groupe parlementaire Démocratie, Liberté, Changement et membre du parti PDS, Parti démocratique sénégalais. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, votre candidat Karim Wade accuse Amadou Ba, le candidat de la majorité, Benno Bokk Yakaar, d'avoir corrompu deux sages du Conseil constitutionnel pour le disqualifier du scrutin. Vous avez déposé un recours après la disqualification de votre candidat. Vous êtes en quelque sorte à l'origine de ce report. Une partie de l'opposition crie au coup d'État constitutionnel. On a vu qu'une partie de la société civile aussi. Votre parti, le PDS, soutient-il ce report du 15 décembre prochain ? Oui, je vous remercie. Je pense que le Parti démocratique sénégalais, le plus vieux parti d'opposition légale en Afrique,
a fait 26 ans d'opposition et n'a jamais raté une élection présidentielle. Et depuis 2012, c'est la deuxième élection à laquelle l'on veut nous faire ne pas être présent. Alors qu'après les dialogues politiques, tout a été fait pour que nous puissions participer correctement. Notre candidature ne souffrait d'aucun problème, tout le monde l'a vu. Et au premier tour de validation, nous étions sur la liste de 21 personnes. Alors, un coup de théâtre, un coup d'État, un coup constitutionnel est arrivé quand nous avons vu que nous avons été retirés de la liste à la dernière minute. Alors, c'est ça, le parti s'est mobilisé. Tous les Sénégalais ne peuvent pas comprendre qu'on puisse aller faire des élections sans le Parti démocratique sénégalais, alors que notre candidature était recevable. C'est pourquoi nous avons dit que quelque chose s'est passé au Conseil constitutionnel. Au moment où les sages devaient valider les candidatures, ils avaient entre leurs mains le document qui leur prouvait la sénégalité exclusive de M. Karim Wade. Un premier document attestant de sa renonciation à partir de la chancellerie de Doha, et un deuxième document qui était un décret émanant du gouvernement français, daté du 16, et qui montrait que M. Karim Wade avait définitivement perdu alors M. Thiam, on entend ce que vous dites. Cela, on a empêché, oui. On entend ce que vous dites, mais certains s'interrogent pourquoi Karim Wade n'a-t-il pas renoncé plutôt à sa nationalité française, puisque cela fait plusieurs années, depuis 2019, qu'il veut être candidat à la présidentielle. Non. Là n'est pas la question. La question est qu'au moment où le Conseil constitutionnel était en train de valider, est-ce que Karim avait renoncé? Il y avait là le décret signé depuis le 16 et eux, ils ont délibéré le 20. C'est pourquoi nous disons qu'ils n'ont pas dit le droit. Alors nous n'acceptons pas cela. C'est pourquoi depuis lors, nous avons dit qu'il ne peut pas se passer des élections au Sénégal sans le Parti démocratique sénégalais et nous sommes pourvus. Alors, nous n'avons pas utilisé la rue, nous n'avons pas utilisé certains types de méthodes, mais nous nous sommes adossés sur une lutte légale. Nous avons vu qu'est-ce que les lois de ce pays nous permettaient. C'est pourquoi nous nous sommes fondés sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale parce que notre parti est assez grand et a un groupe parlementaire. Nous sommes le parti le plus représentatif à l'Assemblée nationale. Alors visiblement, M. Thiam, l'opposition fait la même chose puisque 39 députés de l'opposition, en tout cas une partie de cette opposition, ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la loi qui acte le report de l'élection. Bon, mais c'est leur droit de le faire. Nous, en tout cas, nous sommes avec 49, tous les spoliés sont avec nous. Nous avons déposé donc une proposition de loi constitutionnelle portant dérogation de l'article 31 de la Constitution. Cela a été voté légalement dans les normes de la République. Le Parlement qui assure seule la souveraineté du peuple a légiféré. Donc nous sommes dans nos droits. C'est pourquoi le report a été acté. Et nous demandons vraiment à la classe politique, pour avoir des élections inclusives, des élections démocratiques, de nous rallier dans ce combat. Tout le monde a eu à déplorer la situation qui s'est passée au Conseil constitutionnel. Alors justement, pour le contrôle du parrainage. Beaucoup ont été surpris de voir les députés de la majorité présidentielle soutenir le report, votre demande d'une commission d'enquête destinée à faire la lumière sur cette affaire, alors qu'elle visait son candidat Amadou Ba. Alors, comment vous pouvez l'expliquer que la majorité est allée à l'encontre de son propre candidat ? Mais non, ils en ont donné les raisons. Ils ont dit qu'eux-mêmes, majorité, ne voulaient pas avoir un candidat suspecté. Eux-mêmes ne voulaient aussi voir que les choses se passent clairement. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel pour qu'on puisse arriver à un processus clair, pour que demain, après, s'il y a des résultats, que ces résultats ne soient pas contestés. En tout cas, ils ont donné leurs raisons. Nous, en tout cas, au Parti démocratique sénégalais et au groupe Liberté, Démocratie et Changement, nous sommes dans nos droits de nous battre pour que notre candidat soit restitué dans ses droits. Et nous avons utilisé les voies légales. Et alors, que des députés votent ensemble une loi, ce n'est pas la nouveauté. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment le budget ? Que répondez-vous à ceux qui affirment que le PDS et la coalition de la majorité, Beno Bokk-Yakaar, ont conclu un accord pour faire reporter la date de l'élection ?
En tout cas, nous, on n'est pas dans des combines. Puisque ce qui est clair est que si nous étions ensemble, si nous avions des accointances, on ne nous aurait pas extrait de la liste des 21 candidats aptes. Si vraiment nous avions des deals entre nous, on ne serait pas invalidé. C'est ça que les gens doivent comprendre. Nous n'avons pas ces problèmes. En tout cas, le report, nous l'avons demandé et obtenu. Et toutes nos sections dans le pays, tous les Sénégalais avec nous ont demandé le report. Et même 49 candidats spoliés. Ça, c'est supérieur à 40 qui sont composites. 49 candidats spoliés sont avec nous et nous demandons le report. Et beaucoup d'autres éléments de la société civile. Alors, demain, si on fait la même chose, on tourne tous dans la rue. Mais en tout cas, c'est un combat légal que nous avons eu. Nous l'avons fait par des armes légales et nous avons obtenu gain de cause, le report. J'invite moi les Sénégalais à se préparer, à aller à des élections inclusives. Après le dialogue qui va s'ouvrir, nous allons regarder l'ensemble du processus électoral et permettre une élection inclusive, démocratique, qui ne souffrira d'aucune contestation. Merci. C'est cela qui va ramener la paix, la tranquillité et la stabilité au Sénégal. Merci beaucoup. Votre message est passé. Merci Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Démocratie, Liberté et Changement et membre du PDS. Merci aussi à nos équipes, nos envoyés spéciaux qui ont permis la réalisation de ce duplex, Julie Dungelov, Clovis Kazali et Ashraf Habid. Et puis dans ce contexte, la presse sénégalaise se mobilise aussi. Elle a dénoncé le retrait définitif de la licence de la chaîne privée d'opposition Walf TV par le ministère de la Communication à travers une tribune commune publiée ce jeudi. Pour les professionnels des médias, une ligne rouge a été franchie. À Dakar, le reportage de Sarah Sako et Simon Martin. Donc avant, on regarde les chaînes Walf TV entre 25 et 23. Dans le bouquet des chaînes télévisées sénégalaises, l'une d'elles manque désormais à l'appel. Depuis 3 jours, Walf TV est introuvable. Ouais, c'est en colère parce que comment on pouvait regarder les informations. Donc voilà, ça montre vraiment que ce n'est pas bon. Parce que c'est Walf TV qu'on devrait regarder les informations. Voilà. L'État sénégalais a suspendu la chaîne au ton critique pour appel à la violence pendant sa couverture des manifestations du 4 février. La rédaction continue de diffuser sur le net et de publier son journal en signe de résistance. Oui, Walf plie mais ne rompt pas. Walf sera toujours debout, malgré tous les coups qu'on reçoit, parce que je vous rappelle que c'est la 4e fois qu'on nous coupe le signal depuis mars 2021. Donc là, on est carapacé, on est habitué, même si ce coup de poignard quand même est venu nous rappeler que nous sommes dans un pays quand même où les libertés individuelles et collectives sont bafouées. Une décision révélatrice du virage pris par le gouvernement ces derniers mois, selon ce militant des droits de l'homme. Toute la stratégie de Macky Sall a consisté à contrôler l'information. Évidemment, menacer la presse et contraindre pratiquement les médias à s'auto-censurer. Aujourd'hui, à part le Walfadjri, aucun autre média n'ose couvrir des manifestations sur le terrain. Le ministre de la Communication n'a pas répondu à notre demande d'interview. De son côté, la profession exige le retour de Walf TV à l'antenne et promet une série d'actions, le boycott des activités du gouvernement à partir de la semaine prochaine et une journée sans presse dans les prochains jours. La CEDEAO qui a évoqué le Sénégal en réunion à Abuja au Nigeria, le président de l'organisation régionale Omar Alieu Touari a qualifié la crise sénégalaise de développement inquiétant avant d'appeler les pays membres à rester unis. Une réunion pour parler surtout du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Ces 3 pays ont indiqué mercredi que leur départ ne se ferait pas dans 1 an, comme le stipulent les textes de l'organisation, mais qu'ils avaient un effet immédiat. Les détails avec notre correspondant régional Serge Daniel. Non seulement le Mali, le Burkina Faso et le Niger maintiennent leur décision de claquer la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais ces 3 pays n'entendent pas respecter le préavis d'1 an nécessaire pour quitter l'organisation régionale. Côté CEDEAO maintenant, une réunion s'est tenue au niveau ministériel ce jour à Abuja pour parler de la situation, notamment dans ces 3 pays, et des différentes tendances se dégagent. Par exemple, côté du Togo, le Togo souhaite qu'on prête une oreille attentive à ce que disent ces 3 pays qui ont claqué la porte de la CEDEAO. Autre son de cloche,
La CEDEAO n'est pas une camisole de force, estiment d'autres délégués, qui estiment que si ces 3 pays veulent partir, ils n'ont qu'à partir, alors que d'autres encore, prenant la parole, estiment qu'il faut tout faire pour retenir ces pays qui représentent quand même 69 millions d'habitants, 2 700 000 km² dans l'espace CEDEAO. Les discussions vont probablement se poursuivre, cette fois-ci au niveau des chefs d'État, au prochain sommet de l'Union africaine qui doit se tenir bientôt à Addis Abeba en Éthiopie. Ces scènes de liesse en Côte d'Ivoire, les éléphants sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont remporté leur match contre les léopards de la République démocratique du Congo, 1-0. Et puis l'autre match, le Nigeria face à l'Afrique du Sud, s'est soldé par des tirs au but. Et ce sont les Super Eagles qui ont décroché le ticket face au Bafana Bafana. Ils affronteront donc les éléphants en finale. Et puis en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des éléphants. Des touristes venus pour la Coupe d'Afrique des Nations ont découvert un autre animal et un autre sport national. Ça se passe à Yamoussoukro. Clarisse Fortuné vous en dit plus. De l'autre côté de la rive, on aperçoit la résidence de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais pour ses visiteurs, le palais n'est pas le seul centre d'attention. Une présence incongrue, plus de 300 crocodiles, en plein milieu de la capitale Yamoussoukro. Aujourd'hui, ce que l'on appelle désormais les caïmans du président sont devenus une attraction touristique. En plus de les admirer, nombreux sont ceux qui viennent les nourrir. Et la pratique est cruelle. Moutons, bœufs, poulets, vivants. Pour certains, un acte mystique. Une chose est sûre, personne ne se risque à se baigner dans les plans d'eau de Yamoussoukro. Et depuis la mort tragique du vieux Diko, l'un des gardiens chargés de nourrir les crocodiles est dévoré par l'un d'eux en 2012. Les caïmans du président sont désormais livrés à eux-mêmes. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.
Et comment expliquer ce report à 3 semaines du scrutin? Pour en parler, nous sommes ce soir avec Maurice Soundiek-Dione par téléphone, professeur agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Bonsoir, bienvenue au Journal Afrique. Alors, dans son allocution, le président Sall a fait référence à une situation, je cite, grave et confuse, nécessitant le report de la présidentielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément de quoi est-ce qu'il s'agit? En réalité, il n'y a de situation ni grave ni confuse au Sénégal. Il y a tout simplement que c'est une situation qui a été construite de toutes pièces par la majorité en complicité avec le Parti démocratique sénégalais en violation totale de la Constitution. Parce que l'article 92 de la Constitution dispose très clairement que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours et s'imposent à tous les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Donc cette crise qui est agitée est une crise factice et c'est extrêmement grave que ce soit la majorité elle-même qui porte atteinte à la crédibilité du Conseil constitutionnel et qui donc viole la Constitution et le principe de la séparation des pouvoirs. Monsieur Soundiek-Dione, pour que tous nos téléspectateurs, y compris ceux qui ne suivent pas précisément l'actualité sénégalaise, comprennent bien, le président Macky Sall assure avoir pris cette décision après avoir été saisi par l'Assemblée nationale pour avis d'une proposition de loi constitutionnelle en procédure d'urgence. Est-ce que vous parlez de crise politique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément quels sont les ressorts de cette crise qui est montrée ou en tout cas prise pour justifier ce report? En réalité, c'est après la décision définitive du Conseil constitutionnel fixant la liste des candidats à l'élection présidentielle. Le candidat Karim Wade a été écarté par le Conseil constitutionnel pour double nationalité sur le fait que une personne adulte ayant une autre nationalité peut perdre sa nationalité française lorsqu'il la demande et cette perte est autorisée par décret et le décret n'est pas rétroactif. Et le Conseil a estimé qu'au moment du dépôt de sa candidature, M. Karim Wade n'avait pas encore perdu sa nationalité et que donc il a fait une fausse déclaration. Et c'est sur cette base que le Conseil a rejeté sa candidature et cette candidature, ce rejet a entraîné donc une cristallisation, une crispation du PDS qui va être soutenue dans son initiative à l'Assemblée nationale par le parti au pouvoir, c'est par la coalition au pouvoir. Et c'est ainsi qu'une commission d'enquête va être mise en place pour alléguant des soupçons de corruption qui sont inacceptables en dehors de toute preuve et même de tout commencement de preuve. Tout cela pour torpiller le processus. Alors, une autre candidate a également une situation de double nationalité, c'est Rose Wardini. Alors, peut-être pour préciser, l'opposition Khalifa Sall, lui, appelle à se lever contre le report de cette présidentielle. Le parti de Karim Wade, vous venez de l'expliquer, Louis s'en réjouit. Concrètement, est-ce que de nouvelles personnalités pourraient être autorisées à se présenter dans cette période de report de la présidentielle s'il y a une décision et après cette enquête pour cette proposition de loi constitutionnelle en procédure d'urgence? Je ne le pense pas parce que c'est le Conseil constitutionnel qui arrête la liste des candidats et la Constitution dit très clairement que les décisions du Conseil ne sont pas susceptibles de recours. Donc on ne peut pas discréditer le Conseil constitutionnel et lui tordre la main pour lui demander encore d'accepter des candidats qui ont été rejetés. Je pense que ça, c'est une perspective qui n'est pas possible sur le plan juridique, mais également tout simplement sur le plan logique. Monsieur Soundiek-Dione, dernière question, et c'est une question technique. Qui doit constitutionnellement diriger le pays pendant cette période de report? Est-ce qu'on peut avoir un président Macky Sall hors mandat pendant une durée indéterminée, puisque, je le rappelle, aucune nouvelle date du scrutin n'a été annoncée? Le président de la République est en place jusqu'au 2 avril. Et à partir du 2 avril 2024, le président ne sera plus légalement considéré comme
le président du Sénégal. Donc on risque d'y avoir un président qui va exercer un pouvoir de fait, c'est-à-dire n'ayant pas un titre juridique à cet effet. Et donc il serait totalement dans l'illégalité et dans l'illégitimité, ce qui fait courir au pays de gros risques et de grosses incertitudes. De se rassembler des personnes pour contester le report de cette élection présidentielle au 15 décembre prochain. Lorsque nous sommes arrivés aux alentours de 13h30 heure de Dakar, eh bien, le quartier avait déjà été totalement bouclé par les forces de sécurité sénégalaises et les jeunes qui tentaient de s'approcher, parce que ce sont majoritairement des jeunes gens, eh bien, étaient tout simplement repoussés. Un peu plus tard dans l'après-midi, bien, des heurts ont éclaté. Les manifestants ont été repoussés à coups de gaz lacrymogène. Ensuite, on a pu voir, eh bien, dans les rues adjacentes à cette place de la Nation, quelques petites barricades faites de pneus ou encore de bouts de bois pour essayer d'empêcher les forces de sécurité de pénétrer dans ces quartiers. Eh bien, voilà, les jeunes tentaient de dresser ces barricades. On a vu les forces de sécurité malgré tout entrer. Il y a actuellement des épais panaches de fumée dans les rues de Dakar. Et nous avons pu parler avec un manifestant pour savoir pourquoi il manifestait malgré justement ces interdictions et ces risques de heurts avec les forces de sécurité. Je vous propose de l'écouter. Le pays était stable, tout le monde préparait ses élections. C'est à partir du moment où il a décidé de reporter nos élections, c'est à partir du moment où Macky Sall a décidé de faire un coup d'État constitutionnel, c'est à partir de ce moment-là que les Sénégalais sont sortis dehors et c'est à partir de ce moment-là que le pays est devenu instable. Julie, quelles sont les suites du mouvement ? Alors ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes là et que nous parlons avec de nombreux acteurs de la société sénégalaise. Hier, eh bien, les acteurs de la société civile se sont réunis pour expliquer justement à la presse quelle suite ils voulaient donner à ce mouvement. Ils parlaient notamment d'une grande manifestation mardi en espérant que celle-ci soit autorisée et que des heurts n'éclatent pas avec les forces de l'ordre. Ils parlaient également de grève. On a pu voir notamment ce matin des débrayages dans les écoles publiques de Dakar. Ils espèrent que toutes les forces vives de la nation vont se mobiliser avec toujours cet espoir, hein, c'est ce que nous disent les gens, que les élections puissent être maintenues à leur date initiale, à savoir le 25 février, excusez-moi, et non le 15 décembre prochain. Il y a également beaucoup de voies de recours qui sont déposées devant notamment la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel. Et donc, eh bien, les gens attendent avec impatience de savoir ce que décidera la plus haute instance du pays. Donc voilà, beaucoup d'attentes. Les gens continuent à se mobiliser. Ce que nous disait la société civile hier, eh bien, c'est que tout ça n'était qu'un prélude et qu'il souhaitait vraiment une vaste mobilisation. De son côté, le président Macky Sall, lors d'un conseil des ministres qu'il a tenu avant-hier, a indiqué qu'il souhaitait mettre en place un vaste dialogue national. Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Aujourd'hui, on prend la direction du Sénégal avec notre photo du jour. Voici Macky Sall, président depuis 2012, qui plonge son pays dans une crise politique profonde en suspendant l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février. Paradoxe, Macky Sall, qui ne peut se représenter, justifie cette suspension par une volonté d'éviter la crise précisément. En effet, le fait que plusieurs candidats aient été ces derniers mois écartés du scrutin pour des motifs souvent troubles allait rendre inévitablement les résultats électoraux contestés. Sauf que reporter une élection est tout sauf anodin, surtout dans un pays, le Sénégal, longtemps vanté comme un pôle de stabilité. Sortons nos cartes. Le Sénégal, ancienne colonie française, est bordé par la Mauritanie et par le Mali, avec le fleuve Sénégal comme frontière. Au sud, on trouve la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, héritage étrange de la colonisation britannique qui sépare le Sénégal en deux. On a longtemps évoqué le Sénégal comme un pôle de stabilité au cœur d'une région chaotique. Démocratie stable, élite bien formée, aucun putsch militaire à ce jour, contrairement aux pays voisins, et 90% d'enfants scolarisés en primaire, unique dans la région. Vous voyez ici les différents présidents du Sénégal, depuis le célèbre Léopold Sédar Senghor, réélu 3 fois, jusqu'à l'actuel chef d'État, Macky Sall, élu pour la première fois en 2012.
Mais la société civile et la jeunesse, très active, dénoncent régulièrement ce qu'elles appellent les abus du gouvernement, des services publics jugés insuffisants et de nombreux problèmes économiques. L'arrestation en mars 2021 d'Ousmane Sonko, principal adversaire politique du président Sall et accusé de viol, a ainsi engendré des émeutes avec morts, blessés, mais aussi des attaques contre des sociétés françaises. Dans un mouvement régional de remise en cause des liens avec la France, hérité du passé colonial, la relation Dakar-Paris est en train de changer. Notons notamment que la Chine est devenue le second fournisseur du pays, Dakar ayant rejoint les nouvelles routes de la soie. Voilà, l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.